Bonjour, bonjour. Nous allons ensemble nous prêter à un petit jeu. Débusquer le ver dans la pomme. Avec ce magnifique reportage haut en couleur qui montre comment la nature élabore des stratégies incroyables qui vont dans le sens de la vie et de son renouvellement. Alors quand on est croyant, on ne peut s'empêcher d'y voir la main de Dieu et de se dire « Waouh, quelle intelligence derrière tout cela !» Mais ce genre de reportage présente toujours les choses de sorte à focaliser cette intelligence dans la matière, sur le mode animisme. C'est la plante qui veut, c'est la plante qui décide, etc. En glissant ça et là, subrepticement, des façons erronées d'appréhender les choses. L'essentiel ne se trouve pas dans la manifestation, mais dans le principe fondamental. Allez, c'est parti pour un décortiquage. Ce musée renferme un trésor insolite. De vieilles graines de lotus. Elles ont été découvertes sur un site historique de Corée. Leur âge est estimé à 700 ans. Voici un exemple d'une vérité relative qui fait office de vérité absolue. La datation au carbone 14, dont on connaît la controverse et qui sert pourtant aujourd'hui encore de base intangible pour élaborer toute une construction idéologique. Et c'est dit avec tellement d'aplomb, on ne remet pas en cause du tout ces assertions scientifiques. On sait pourtant qu'une théorie en chasse une autre. Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Mais c'est pas grave. Une des graines a germé peu après son exhumation. « 700 ans de dormance. » Pourquoi la graine de lotus d'Orient est-elle restée endormie pendant tant d'années? Tout simplement parce qu'elle attendait le moment propice pour s'épanouir. Il est vrai que présenter ainsi, c'est poétique. La graine, dotée d'une intelligence, dont la provenance est niée de façon tacite et entendue, qui viendrait d'on ne sait où, qui attendrait le moment propice, qui lui aussi viendrait du fait du hasard. Je ne sais pas comment l'esprit scientifique, connu pour savoir couper un cheveu en quatre, peut à ce point-là se satisfaire d'approximations de la sorte. Alors que pour une personne croyante, le message est clair. Il existe une entité supérieure à la source de tout cela. Une question s'impose. Comment un incroyant peut-il répondre à ces interrogations? Réponse: en ne s'interrogeant pas. Au plus fort de la saison sèche, les feux de forêt se multiplient.
pour beaucoup s'engage une course contre la mort. Les incendies sèment la désolation dans la forêt. Certaines plantes, pourtant, attendaient la venue du feu. Pourquoi toujours mettre le focus sur l'effet plutôt que la cause? Il serait plus juste de dire, grâce au feu, certaines plantes vont subir des transformations en vue d'eux. Et on comprendra plus tard libérer leurs graines. Tels les cônes des casuarinas. Ils ont besoin d'une chaleur intense, au moins 200 degrés, pour s'ouvrir et libérer leurs graines. Ces plantes tirent aussi parti des courants d'air chaud que génère le feu. D'où l'importance pour leurs graines d'avoir des ailes. Alors là, si l'on n'est pas subjugué par l'ingéniosité de ce qui se trouve à la source de toute la manifestation, si l'on ne voit pas la grandeur, que tout est fait de main de maître, que faire? Mais comment le peut-on, quand on tue à ce point-là nos capacités à entrevoir cette grandeur? On nous coupe du ciel, avec un discours profane qui veut que l'intelligence soit essentiellement dans la matière. Ici, en l'occurrence, la graine. Toute cette énergie déployée, localisée dans l'objet. Rien ni personne qui animerait tout cela. C'est réducteur, c'est grave quand même. Et tout est fait selon ce schéma. Voir l'outil plutôt que le chantier. Le symptôme plutôt que la cause. Avoir une vision limitée au lieu d'avoir une vision holistique. Autre extrait. Vous pourrez voir le reportage en entier pour la beauté des yeux en cliquant sur le lien en descriptif. Faut reconnaître que ces reportages sont très bien faits. C'est d'autant plus grave. La corruption du meilleur est la pire. Allez, continuons. Ainsi, le pissenlit se place de préférence dans le vent et s'efforce pour cela de pousser le plus haut possible. L'aigrette du pissenlit est sphérique pour permettre aux graines de se disperser quelle que soit la direction du vent. Ici même topo.
inversion de plan. Ce n'est pas le fait que l'aigrette de pissenlit soit sphérique qui permettrait aux graines de. Ce qui veut dire d'une façon implicite que l'intelligence est placée dans l'aigrette de pissenlit, qui élaborerait là une stratégie en vue de... Bon, c'est une puissance suprême qui régit toutes les fonctions de l'aigrette de pissenlit. Plutôt, il serait donc juste de dire... Le fait que l'aigrette de pissenlit soit sphérique lui permet de... Sous-entendu que le concepteur de tout cela a bien fait les choses. En fait, toujours laisser supposer en filigrane une chose fausse plutôt qu'une autre vraie. Ce n'est pas pour dire qu'il y a une volonté délibérée de tordre la vérité, mais comme le diable est dans les détails, vous savez, comme cette façon de transformer la sémantique des mots, qui fait qu'aujourd'hui, un complotiste est celui qui dénonce plutôt que celui qui ourdit. Ou lorsque l'on parle de croissance négative, pour dire récession. Vous voyez, ces petits détails-là, c'est... Alors moi, je suis OK pour faire de la novlangue avec des mots comme tumeur, par exemple. Cette grosseur bénigne ou maligne qui se localise dans certaines parties du corps. On pourrait dire plutôt joyeuse reproduction cellulaire. Ou l'appeler tu vis plutôt que tu meurs. Parce que là, franchement, la langue des oiseaux... Dans l'extrait qui va suivre, il n'y a pas forcément à dire. C'est juste pour s'émerveiller devant la richesse de la nature, ce qui nous prouve encore la grandeur de Dieu. Le populage des marais pousse au bord de l'eau. Une fois les pétales tombés, les ovaires enflent, puis s'ouvrent. Les graines sont offertes au ciel, dans l'expectative. Réparties dans les différentes loges des ovaires, les graines multiplient leurs chances d'évasion. Libérées par la pluie, elles germeront dans l'eau. Dans cet extrait, on voit là une fabuleuse danse cosmique qui allie le mouvement de l'eau, de la fleur, de la musique, tout danse. Les réalisateurs de ce reportage ont un véritable talent. Le choix musical, la dynamique et la tonalité de la voix off, franchement, bravo à eux. À un moment donné, il est dit que les graines sont offertes au ciel. De quel ciel s'agit-il? Dans la symbolique sacrée, cela signifie que les graines sont offertes à Dieu. Ça a une autre saveur de penser ainsi, n'est-ce pas? C'est comme lorsque l'ami suisse nous disait que les véritables racines des arbres étaient les branches qui s'élèvent vers le ciel. En effet, toute la création se tend vers le ciel, vers la lumière, vers Dieu, par gratitude. À l'extrême est de l'île de Jeju, l'îlot de Tokisam, entièrement tapissé de verdure. Pour répandre leurs graines, les plantes de ce caillou inhabité
compte sur un élément bien plus puissant que le vent ou la pluie. Rebelote. Ce ne sont pas les plantes qui, mais grâce à... Alors ce mot doit écorcher la bouche de l'homme moderne actuel, perclus d'ingratitude. Ce mot grâce, qui signifie en latin faveur, miséricorde, don accordé par une instance supérieure, la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Ce terme qui signifie que l'on met son ego de côté par humilité, ce qui manque atrocement aux scientifiques modernes qui s'attribuent le mérite de leur découverte. C'est eux qui créent. E égale MC2 est un principe, normalement. Einstein l'a découvert. Il ne l'a pas inventé. Pour en revenir à nos moutons, ce ne sont donc pas les plantes qui, mais la force agissante qui est derrière. C'est grâce à cette force agissante qu'on a le plaisir d'assister à tout ce déploiement merveilleux de la nature. En juillet, le lys déploie ses ombelles de fleurs parfumées. Une fois les fleurs fanées, les ovaires se mettent à gonfler. Le résultat est un bouquet d'une vingtaine de capsules de la taille d'une noix. Les graines du lys ne résisteront pas longtemps à l'appel du large. Vous le voyez là, le ver dans la pomme ? La plante a longuement préparé cette chute, en faisant grossir les ovaires de ses fleurs. La mer est toujours située en contrebas de leur point de chute. Comme par hasard. Les graines du lys flottent aisément sur l'eau. C'est comme ça qu'elles ont traversé l'océan des terres du Sud jusqu'à l'île de Jeju. La banalisation du faux
fait qu'à la longue, la plus grosse erreur devient vérité. C'est grave quand même. Et on ne peut pas en vouloir aux réalisateurs, comme je disais. Ils sont de bonne foi, si on ose dire. C'est juste qu'ils participent, pour la plupart d'entre eux, à entretenir l'illusion du vrai. Peuvent-ils faire autrement? Imaginez qu'ils nous présentent les choses différemment. Ça nous surprendrait quand même d'entendre la voix off du reportage dire « Grâce à Dieu, les fleurs s'ouvrent à la lumière, gloire à Dieu, etc. » Ça en choquerait plus d'un. Mais c'est vrai qu'au milieu de ce décor télévisuel ou urbain, le moindre rappel de beauté de cette nature flamboyante est un ravissement pour l'œil. Donc, merci. Merci pour ce rappel du paradis perdu. Ô toi à la lèvre rêche, sache que la sécheresse de ta lèvre est un message de la source qui te dit « Bientôt, tu étancheras ta soif ». C'est quand même dommage de toujours voir l'erreur, le faux, le dissonant, le laid, infiltré au sein de la vérité, du vrai, de l'harmonie, du beau. Comme quoi le diable, ce n'est pas forcément le personnage glauque que l'on a tendance à représenter. Il peut se rendre agréable, subtil même, sinon il ne gagnerait jamais. C'est pourquoi aiguiser son discernement n'est pas vaine besogne, si l'on veut pouvoir slalomer au milieu du marasme ambiant actuel, et savoir, comme dirait l'ami suisse, aimer ce qui est beau et détester ce qui est laid, pour enfin arrêter de se fourvoyer, pour savoir aussi repérer le ver dans la pomme. Cette pomme qui a été croquée et qui continue à être gâtée. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour de nouveau tenter de débusquer le ver dans la pomme. À bientôt!